proportion s'élève à 14% pour le secteur de l'hébergement, la restauration et à 12% pour celui des transports. Pour remédier à cette situation, la FCEI recommande aux gouvernements provinciaux d'accorder une immunité de responsabilité civile pendant la pandémie à toutes les entreprises qui fournissent des services en respectant les directives de santé publique et qui font preuve de bonne foi. Elle conseille aussi à l'industrie de l'assurance d'adopter un moratoire sur la hausse des primes et l'annulation des polices pendant la pandémie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi dans Saint-Jean-Baptiste et à Duberger-des-Saules grâce à CKIFM.org. Bonne journée à l'écoute de la radio généraliste et progressiste. Attention à vous. Ici, CKIFM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste avec Samuel Labrec et Michel Monette. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission de l'heure juste. Et je vous promets qu'un jour, on va refaire notre introduction. C'est pas parce qu'on s'ennuie excessivement de Michel Monette, bien qu'on s'ennuie de Madame Monette. Mais c'est bien sûr Louise Petitgrou qui est notre co-animatrice là, pour le restant de nos jours, on l'espère. Parce que j'aime bien notre collaboration jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs sujets parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et on va aussi avoir deux invités qui vont venir nous parler de sujets assez variés. Donc, d'une part, on va parler du projet Lire à tout âge, un programme dont on a déjà parlé dans le passé avec Mme Godelieve de Coninck, qui est la fondatrice du projet. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'elle est venue en studio. Et c'est mon collègue Charles David qui va venir nous parler de ce sujet-là. Et on va parler aussi d'un sujet qui me touche beaucoup, puis qu'on n'a pas eu l'occasion de parler dans l'émission précédemment, mais c'est par rapport à toute la difficulté qu'ont les personnes aînées de se loger, surtout dans les grandes municipalités ou dans les centres urbains, à cause de la hausse des prix des loyers et pour différentes raisons. Il y a même des histoires d'expulsion de locataires aînés, notamment à Montréal, mais ça se fait aussi dans certains quartiers de Québec, là où souvent il y a une forme de gentrification dans certains quartiers. Donc on parle de ça avec Julien Simard, gérontologue social, quelqu'un que j'aime beaucoup et que je lis abondamment ces temps-ci. Mais pour débuter, on va parler de quelques petites actualités qui nous ont marqué, Louise et moi. Donc, veux-tu commencer, Louise? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour Samuel. Il y a en effet, dans les 2 dernières semaines, il y a eu beaucoup d'actualités, des grands moments, l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis, l'arrivée de la vice-première ministre aussi, la vice-présidente aussi, une femme pour la première fois, Madame Kamala Harris, c'est ça, oui. Première femme de couleur aussi. C'est ça, oui. Aussi de couleur. Il y a eu aussi les attentats en Europe qui ont recommencé, le meurtre à Québec. Bon. Mais je dirais qu'au Québec, le débat sur la santé mentale a occupé pas mal l'avant-plan de l'actualité. Surtout à la suite du meurtre de Québec, ça a comme rebondi encore plus. Mais moi, je vais te parler du projet de loi en santé et sécurité du travail et tu vas voir qu'il y a un lien entre la santé mentale dont on a tant parlé ces dernières semaines. Parce que la semaine dernière, le ministre Jean Boulet, le ministre du Travail, a déposé le projet de loi 59 qui révise la loi sur la santé et sécurité du travail, une loi qui a 40 ans, qui a été déposée adoptée au début des années 80. Et il s'agit d'un élément d'actualité parce que ça va avoir des répercussions considérables dans le monde du travail, chez les travailleurs, les travailleuses. Aussi, je dirais, chez les membres de l'AREC, parce que certains retournent au travail, et surtout pour nos enfants et nos petits-enfants, ce qui n'est pas à négliger. Et ça n'avait pas été touché depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Il y a des choses qui ont changé dans la vie depuis que je suis né. Oui. Oui. Puis les choses ont évolué aussi en matière de santé et sécurité du travail. Mais je pense, je dirais, en commençant, que malgré que tu sois un jeune homme... Merci Louise. Tu sais probablement qu'une des grandes conquêtes des luttes syndicales, c'est l'établissement de normes en santé et sécurité du travail. Et
si tu as voyagé un peu dans certains pays, tu as peut-être déjà vu des constructions avec des échafaudages et dessus des travailleurs de la construction, pas de casque, pas de harnais, puis souvent en sandales. Je suis allé en Inde, puis ça a décrit pas mal la situation. C'est ça, donc un passeport direct pour les accidents graves et pour la mortalité aussi. L'espérance de vie est moins grande aussi dans ces pays. Oui, exactement. Donc, c'était très important la lutte pour l'établissement de normes en santé et sécurité. Dans les années 80, au moment où s'est adoptée la loi, il y a beaucoup de gens de l'AREC qui ont été engagés syndicalement et qui ont participé au débat qui ont entouré la mise en place de cette loi. Et ils se souviendront que l'enjeu pour la CEQ à l'époque était la reconnaissance pour le secteur des services qui est le nôtre, comme l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur. Donc, l'établissement, c'est-à-dire la reconnaissance des maladies professionnelles liées à l'exercice de nos emplois. C'était, le grand enjeu. Dans nos secteurs, il y a des maladies physiques. Par exemple, des maladies de voie respiratoire dues à la poussière de craie, des maladies de la voix, dont on fait beaucoup usage en enseignement. Il y a aussi des bursites, des tendinites, pour lesquels nous avons fait des gains. Mais il y a aussi beaucoup de maladies reliées à la santé mentale, comme la dépression, l'épuisement et autres maladies. Je lisais en fin de semaine la chroniqueuse Josée Legault qui disait à propos de la santé mentale, « Ces souffrances ne font pas de bruit, elles ne saignent pas. Or, cette loi sur la santé et la sécurité du travail, elle avait surtout été pensée en fonction des secteurs à risque de blessures physiques, comme les forêts, les mines, la construction. C'est ce que la loi appelle toujours les groupes prioritaires. Okay. Prouver qu'une dépression ou un épuisement professionnel était la conséquence du travail qu'on exerce, c'était un véritable parcours et c'est toujours un véritable parcours du combattant. Les arbitres disaient oui, ça peut être lié au travail, mais le travail, ça peut pas être la seule cause. Les gens ont des vies personnelles, ils vivent des divorces, des problèmes avec leurs enfants, des problèmes financiers. Bref, les refus d'indemnisation qu'on a pu demander étaient de loin supérieurs à l'acceptation de nos demandes. Mais pour faire avancer le dossier de la santé psychologique, la CSQ s'est associée au début des années 90 à des chaires de recherche. Parmi les recherches qui ont été les plus marquantes et qui ont contribué grandement à la reconnaissance de l'importance de la santé mentale en lien avec notre travail, je vais en nommer 3. Les gens vont aussi probablement s'en souvenir. La première s'appelait l'organisation du travail et la santé mentale chez les enseignantes et les enseignants avec Marie-Claire Carpentier-Roy. Il y en a eu une autre qui s'appelait la minute de 120 secondes, qui était sur la surcharge de travail du personnel enseignant. Ça s'est fait avec le Centre Symbiose de l'UQAM, qui est un centre de recherche. Et aussi un qui a été très important, qui s'appelait « Quand le travail devient indécent », qui est paru en 2002. Et c'est Angelo Soares de l'UQAM qui avait fait cette recherche. Et à l'époque, on parlait pas tant que ça encore du harcèlement au travail. Donc, ça a été un moment important là, dans le développement de notre argumentation. Alors, malgré les difficultés, la centrale a marqué des points au fil des ans et en matière de reconnaissance des lésions à caractère physique. Et lorsque le dépôt de loi a été annoncé par le ministre Boulet, toutes les organisations syndicales ont salué cette révision annoncée de la loi des santé et sécurité. Et la CSQ aussi a salué, mais elle s'inquiète du fait que les maladies à caractère psychologique ne sont toujours pas reconnues, ni les niveaux de risque en matière de lésions professionnelles associées au secteur que nous représentons, des professions qui sont en majorité féminines. Et en m'en venant, justement, dans le studio, j'écoutais le ministre Boulet qui était en entrevue à Radio-Canada ce matin et l'animatrice lui demandait qu'est-ce qu'il faudrait prouver pour démontrer le lien entre une maladie psychologique et le travail que l'on fait. Okay. Réponse du ministre, par exemple, les événements traumatiques graves, du harcèlement à répétition, des voies de fait. Fait qu'on voit là que le lien entre la surcharge de travail et l'épuisement professionnel, c'est pas dans le giron d'analyse de la loi. Il faut encore que ça soit lié à quelque chose de très perceptible. Oui, puis un événement grave. Ouais. C'est sûr que si quelqu'un entre dans une école avec une mitraillette, c'est facile à prouver. Ouais. Mais que le fait qu'on ait la surcharge de travail très lourde et puis que ça cause des épuisements, ça demeure un enjeu majeur. Oui. Donc, pourtant, on le voit bien avec la COVID, la santé mentale, c'est une composante importante de la santé globale. Donc, c'est une réforme qui va être à suivre, qui va être
certainement suivi de près aussi par toutes nos organisations et je trouvais important là, de le rappeler ce matin. Bien, puis effectivement, en temps de pandémie, c'est le temps de le faire parce qu'avec tout le concept du télétravail qui va probablement prendre beaucoup d'ampleur même après la pandémie, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se sont rendus compte que c'était réaliste là, d'aller de l'avant vers de plus en plus de télétravail. Par contre, c'est lié à beaucoup de problèmes de sédentarité. Les gens sont devant leur écran longtemps. Des rencontres en visioconférence, là, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus motivant. C'est même épuisant. Donc, on sort de là, on est brûlé, alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose après. C'est ça qui, en tout cas, moi, c'est ça qui me frappe personnellement. Donc, pour la santé mentale, je pense que c'est probablement le défi là, du 21e siècle là, en termes de santé et sécurité au travail. Puis même pour le personnel enseignant qui est encore dans les écoles, avec la pandémie aussi, s'ajoute beaucoup de contraintes, de difficultés. Alors tout ça un va stress jouer, indu, c'est clair. Mais autour de la loi de la santé et sécurité du travail, il y a toujours eu un enjeu aussi pour que les employeurs ne paient pas trop de primes. Alors là, il y a un bras de fer, toujours entre. Bon, en tout cas, à suivre. À suivre. Oui. Pour ma part, c'est dans un autre ordre d'idée, mais ça revient aux visioconférences. Il y avait le Conseil national de l'AREC qui se tenait le 27 et 28 octobre dernier. C'était notre deuxième expérience de Conseil national entièrement virtuel, pour des raisons de confinement et de pandémie, bien sûr. La première expérience, c'était quand même très bien déroulé parce qu'il faut rappeler qu'un Conseil national de l'AREC, c'est plus d'une centaine de membres dont la moyenne d'âge est environ de 73 ans, peut-être plus, mais il me semble que c'est 73 ans. Donc, ce ne sont pas nécessairement toutes des personnes qui sont excessivement habiles avec les technologies de l'information. Ça s'est quand même très bien déroulé. Les résultats sont très positifs. Donc, ça l'a permis, parce qu'il faut rappeler aussi que, vu qu'on n'a pas eu de congrès l'année dernière, il y a une année qui s'est ajoutée au triennat. Donc, on est rendu à une 4e année de triennat. Donc, c'est des conseils nationaux qui, normalement, n'auraient pas eu lieu, finalement. C'est ce qui nous permet, en tant qu'association, des fois, d'approfondir certains sujets. Ça nous donne du temps qu'on n'avait pas nécessairement pour accomplir certaines choses ou aller plus loin dans notre plan d'action triennal, par exemple. Donc, c'est intéressant de voir ça au niveau du Conseil national. On a vu que l'AREC tend de plus en plus vers des partenariats, vers le collectif, notamment le collectif Action COVID, par exemple, dont il a été parlé durant le Conseil national. Il y a aussi tout un partenariat avec Novum qui va offrir un nouveau service pour les membres de l'AREC au niveau du conseil juridique. On va inviter Dominique Provost, directeur général, pour nous parler davantage là, de ce nouveau service-là qui va être offert aux membres très prochainement. Je pense que ça va être très intéressant d'offrir un service direct de conseil juridique à nos membres ça peut être sur n'importe quelle raison. Ça peut être sur leur bail, par exemple, dans une résidence privée. Ça peut être sur le mauvais voisinage. Il y a beaucoup d'éléments stressants liés à la légalité dont on va pouvoir accompagner nos membres avec ce service-là. Est-ce que ça va être lié à nos assurances? Parce que les assurances aussi offrent le service juridique ou c'est quelque chose de... Je ne sais pas jusqu'à quel point. Je pense que c'est absolument différent. C'est vraiment un partenariat qu'on a fait avec cette organisation-là qui fait du conseil juridique. Par contre, il n'y aura pas d'accompagnement légal au tribunal. Ça ne sera pas ça. Ça va vraiment être du conseil juridique. Donc, ça aussi, ça a été un petit peu discuté lors du Conseil national. Donc, somme toute, là, vraiment un beau succès pour les centaines de personnes qui sont connectées au moment du Conseil national. Peut-être faire un petit survol aussi de la semaine qui a suivi. C'était la semaine nationale des proches aidants, du 1er au 7 novembre, qui est une semaine très importante pour l'AREC parce qu'on le rappelle, selon nos sondages les plus récents, c'est plus d'un quart de nos membres qui se considèrent comme des personnes proches aidantes. Puis je le souligne, se considèrent comme des personnes proches aidantes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont proches aidantes qui ne se reconnaissent pas comme proches aidantes. Pour plusieurs raisons. Là, ça a été énuméré notamment par le regroupement des aidants naturels, mais pour certaines personnes, c'est tout simplement un geste, on va le dire, naturel. Donc, de se donner un rôle ou de s'accorder un rôle, pour eux, ça devient comme malaisant. Ils ne veulent pas se voir comme des gens qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin de quoi que ce soit. Ils sont avec leurs proches, donc c'est tout à fait normal. Ils n'ont
Ils ne doivent pas avoir un titre propre à eux. Même s'ils font beaucoup d'heures de bénévolat auprès de leurs proches pour du transport pour aller à l'hôpital, pour les suivis médicaux, ça peut même être pour le suivi des médicaments, changement de pansement, etc. Mais ils ne se reconnaissent toutefois pas quand même. Donc, c'est toujours sous-représenté le chiffre qu'on a de proches aidants. Mais on a quand même un quart de proches aidants à la REC. Cette année, l'organisme du RANC, le Regroupement des aidants naturels du Québec, a souligné le caractère un petit peu plus complexe dans lequel vivent les proches aidants depuis le début de la pandémie. Donc, le thème cette année, c'était « Aimer sans s'épargner ». Parce qu'effectivement, la réalité que connaissent les proches aidants, c'est-à-dire l'épuisement et l'appauvrissement, ça a progressé de façon exponentielle avec la pandémie. On a réalisé que 20% des personnes proches aidantes ont vu leurs dépenses liées à leur rôle augmenter en moyenne de près de 900 $ par mois. Donc, c'est quand même une bonne augmentation, là. Ensuite, 64% n'ont eu aucune aide financière, que ce soit par la prestation canadienne d'urgence, la PCU, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants non plus, la subvention salariale canadienne d'urgence. Donc, bref, toutes les mesures d'urgence qu'on a eues au Canada et au Québec, il n'y avait rien pour les proches aidants, finalement. Donc, même dernièrement, à l'Assemblée nationale, il y a un parti politique qui proposait un fonds d'urgence de 200 $ par mois pour les personnes proches aidantes, pour les aider justement dans ce contexte-là. Je posais une question là-dessus. Oui. Justement dans l'InfoArrêt. Oui. J'ai posé la question dans l'InfoLette à savoir si nos membres étaient d'accord avec l'octroi d'une aide d'urgence de 200 $. Et ça a répondu à peu près à 71% favorable à l'idée de venir en aide d'une façon financière auprès des proches aidants. Donc, on va voir le suivi de ça au niveau des travaux de l'Assemblée nationale, mais personnellement, je trouve que ce serait quand même une très bonne idée, même si beaucoup de proches aidants disent on ne veut pas de l'argent, on veut de l'aide et du soutien. Parce qu'il y en a gros des fois qui disent pourquoi on ne les paye pas, pourquoi on ne revendique pas un salaire aux proches aidants. Les proches aidants ne veulent pas être salariés. Ils veulent avoir du soutien technique et psychologique. Plus il y a des soins à domicile pour eux, moins ils ont de pression à donner. Donc, l'épuisement, finalement, finit par se dissiper. Et ils peuvent se concentrer sur les soins plus de confort, apporter un soutien moral, jouer ce rôle de proche aidant-là, plutôt que de faire littéralement des actes médicaux, là, des actes de soins et des soins d'hygiène. Donc, à suivre pour voir où ça s'en va. J'ai vu qu'il y avait 1,6 million de Québécoises et Québécois qui étaient des proches aidants. C'est considérable. On voit qu'on est dans une société vieillissante aussi par ça. Là, et ça progresse énormément, ce chiffre-là, étant donné le vieillissement de la population, justement. Donc, et le fait que la pyramide des âges s'inverse et que de moins en moins de jeunes pour plus en plus de personnes âgées, ça fait en sorte que la lourdeur du fardeau pour les proches aidants augmente de manière aussi exponentielle. Par exemple, beaucoup de familles n'ont qu'un seul enfant. Moi-même, je suis enfant unique. Si mes deux parents tombent malades, je n'ai pas de frères et sœurs pour m'aider à être proche aidant à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas le choix d'aller chercher de l'aide au niveau du réseau de la santé, d'autant plus que je ne vis même pas dans la même ville. Heureusement que tu es allé faire un stage dans les CHSLD pour te donner un peu d'avance. Je vais pouvoir changer la culotte d'incontinence de mon père sans problème. Exactement. Je suis là pour toi, papa. Mais la REC militait en faveur d'un tel projet de loi, puis on a salué l'arrivée du projet de loi. Oui, exactement. Ça, c'était une bonne nouvelle. Moi, j'en ai une moins bonne. Je vais parler de la maltraitance. On apprenait par le journal La Presse cette semaine que plus de 80 000 aînés vivant à domicile ont rapporté avoir vécu de la maltraitance au cours de l'année précédente. Et on trouve cette donnée dans l'enquête sur de la maltraitance envers les aînés au Québec en 2019 de l'Institut de la statistique du Québec. Alors, de quoi on parle quand on parle de maltraitance? Bien, arrive en tête la maltraitance psychologique et financière, c'est-à-dire, par exemple, des pressions pour modifier son testament ou des transactions bancaires qui sont non consenties. Puis, il y a aussi la négligence physique puis la maltraitance sexuelle. Et qui sont les premiers coupables? La famille. Ah oui, oui, les proches. Les proches, oui, exactement. Une autre donnée, plus de femmes que d'hommes sont concernées et en général, les victimes n'en parlent pas.
C'est, je trouve, un autre beau dossier pour la ministre Blais. Elle vient d'ailleurs d'annoncer son intention de rouvrir la loi sur la maltraitance. Elle veut y introduire la notion de sanction pénale qui n'existe pas actuellement dans la loi. Actuellement, les directeurs d'établissement peuvent sanctionner une ou un employé fautif, mais la notion de sanction pénale n'existe pas. C'est ce que Mme Blais a annoncé qu'elle voulait faire. C'était effectivement des intentions. On va voir où ça s'en va. L'opposition milite en faveur de ça, des sanctions pénales. Elle semble l'avoir dit dans le passé aussi. C'était relativement prévisible au moment du dépôt du projet de loi 115 à l'époque sur la maltraitance. Il y avait beaucoup d'éléments qui manquaient au projet de loi, qu'on finit par le retravailler en ce moment, notamment avec le projet de loi 56 qui vient d'être déposé pour les plaintes, parce que le projet de loi qu'elle avait déposé touchait à peu près pas le milieu privé d'hébergement. Donc, la maltraitance, finalement, en milieu privé, on avait nos œillères là-dessus au niveau de la loi. Puis ce qui est un peu dramatique parce que c'est là que la majorité du monde hébergé vivent, c'est dans les réseaux privés, en résidence privée pour aînés. C'est pas nécessairement dans les CHSLD publics. Donc on va voir ce que ça va donner, ça aussi, si on va être capable de récupérer un peu ce qu'on avait manqué dans le précédent projet de loi. Il existe une ligue d'aide aux aînés. Hein? Je ne sais pas si... Oui. Bon, je vais donner le numéro rapidement. Peut-être tu pourras... La ligne aide à but aîné. C'est oui. peut-être déjà sur le site. Là, c'est le 1-888-489-2287. Excellent. Voilà. On va prendre une petite pause pour passer par la suite avec mon collègue Charles David qui va venir nous parler de l'ératutage via une entrevue téléphonique. Alors, on se revoit dans un instant. Vous écoutez L'heure juste à CKIA FM 88.3, la radio urbaine. C'est toujours l'heure juste quand vous écoutez le podcast disponible au ckiafm.org et sur iTunes. Alors, on est de retour à l'heure juste avec notre invité au téléphone, donc Charles David, notre nouveau collègue, qui n'est pas plus si nouveau que ça finalement, mais vu qu'il est arrivé en temps de pandémie, on n'a pas eu l'occasion d'y voir la face souvent, ce qui est très dommage parce que c'est vraiment un chic type. Donc, Charles David, dans le fond, c'est un conseiller à la REC qu'on est allé dénicher pour s'occuper d'un projet Québec Amis des aînés, pour s'occuper du projet l'ératutage, un projet dont on a un petit peu parlé dans le passé avec Mme Godelieve de Coninck. Mais il s'est passé beaucoup de choses depuis cette dernière entrevue-là qu'on a fait avec Mme de Coninck. Donc, Charles David, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour, Samuel. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous parler de ce beau projet. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Je savais que j'allais passer un jour à votre émission, mais je suis très content que ça soit aujourd'hui. Bon, ben, il est temps qu'on en parle de ce projet parce que ça fait quand même un petit moment déjà qui est entamé. Mais avant toute chose, j'aurais aimé ça qu'on te présente un peu, vu que nos membres n'ont pas eu souvent l'occasion de te rencontrer, par exemple, dans les instances ou quoi que ce soit. Donc, tu as un beau parcours. D'où tu viens? Quelle est ta formation? Oui, alors moi, j'ai gradué en 2016 du baccalauréat en service social. Donc, depuis que j'ai gradué, j'ai eu plusieurs rôles en tant que travailleur social, notamment au sein des CIS et des CIUS de ce monde. Mais rapidement, je me suis redirigé vers un offre plus au communautaire. Je trouvais que ça rejoignait davantage mes valeurs. Puis moi, j'ai un esprit très créatif. Donc, c'est avec plaisir que j'ai rejoint les rangs de la REC en mars dernier pour m'occuper du programme l'ératutage. Donc, vous aurez compris, je suis arrivé en plein cœur de la pandémie. Donc, effectivement, ça a limité mes échanges avec mes collègues. Ça a limité aussi
mes chances de pouvoir me présenter aux membres de la REC. Mais je suis très content là, de m'adresser à vous aujourd'hui. Moi, je suis un petit peu curieux. Tu es quand même une jeune personne, un jeune adulte. Là. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet-là quand tu as vu ça passer? Mais en fait, moi, c'est vraiment le défi que ça représentait. Puis je trouvais que c'était une cause très noble. Hein. On parle de lecture à voix haute pour les personnes qui se retrouvent dans des milieux d'hébergement pour aînés. Donc, moi, ça m'a tout de suite interpellé. D'abord parce que je pensais à moi, un jour, j'aimerais recevoir ce service-là. Donc, c'est toujours bon aussi de savoir, de se projeter dans le futur. Puis, j'ai eu différentes occasions là, d'offrir du soutien dans des milieux d'hébergement pour aînés, entre autres quand j'étais travailleur social. Puis, je constatais que, justement, il y a beaucoup de belles activités, mais des activités intellectuelles qui sont adaptées, il y en a peu. Et je trouvais que c'était là une belle occasion d'apporter ce nouveau service-là. Donc, tout de suite, je me suis senti interpellé. J'avais connu la REC via d'autres mandats, puis je trouvais que ça semblait être une équipe très dynamique. Donc, j'avais envie de me joindre à vous, puis ce projet-là m'a tout de suite interpellé. Et ce projet-là, peut-être pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs et de nos membres, c'est quoi essentiellement? Comment ça fonctionne? Puis ça sert à quoi? Oui. En fait, le projet et l'initiative, tu le disais tout à l'heure, de Mme Godelieve de Coninck. Donc, ça fait maintenant 13 ans que c'est offert majoritairement dans la région de Québec et dans une plus petite mesure dans Chaudière-Appalaches. Donc, le projet, ça consiste, en fait, c'est une équipe formée de bénévoles, des gens très dynamiques que j'ai eu la chance de rencontrer virtuellement pour l'instant. Mais tout de même, donc, c'est des personnes dynamiques qui offrent des séances de lecture à voix haute à des groupes de personnes ou encore en individuel. Donc, les deux options sont possibles. Donc, on offre des séances qui sont adaptées à la fois aux intérêts, mais aussi aux capacités des personnes. Donc, on ne lira pas, par exemple, des romans de fond en comble nécessairement, à moins que les personnes le demandent. On va davantage offrir différents textes qui sont issus de différents types d'ouvrages, mais des textes qui sont plus courts pour maintenir l'attention des personnes. Donc, vous comprendrez qu'on s'adresse pas à des clubs de lecture avancés pour intellectuels nécessairement. Donc, on parle davantage de personnes qui sont fragilisées et qui ne sont plus en mesure de lire par elles-mêmes. Mais on prend pour acquis que les gens qui aiment la lecture, même s'ils ont des problèmes visuels ou certaines pertes d'autonomie cognitive, ils ne perdent pas pour autant leur intérêt pour la lecture. Alors nous, on veut leur permettre de continuer à bénéficier des nombreux avantages de la lecture et on considère que écouter lire, c'est aussi lire. Alors, c'est aussi simple que ça. Et là, tu l'as dit tantôt, c'était principalement dans la région de Québec. C'était quoi l'objectif du programme de la REC, finalement, avec le Québec Ami des aînés, le programme Québec Ami des aînés? Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est devant la demande croissance puis je dirais la popularité du service que la REC s'est intéressée là, à l'initiative de Godelieve de Coninck, qui est membre de la REC. Puis la REC a décidé de la soutenir en demandant une subvention dans le cadre du programme Québec Ami des aînés pour déployer le service à l'échelle provinciale. Donc, ce qu'on veut, c'est permettre à un maximum de personnes partout dans la province de bénéficier de ce service de lecture à voix haute qui est entièrement gratuit, soit dit en passant. Donc, pour l'instant, comme je le disais, on est majoritairement à Québec, mais déjà, même en contexte de pandémie, on a réussi à recruter différentes personnes qui ont commencé à offrir virtuellement et même là où c'est possible en présentiel, des séances de lecture à voix haute. Donc, dans différentes régions, entre autres Montréal, Sept-Îles, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Donc, on commence progressivement à se déployer. Et grâce à la REC, qui a permis mon embauche, finalement, eh bien, on peut structurer davantage le service en vue là, de le déployer dans une plus large mesure. Et on l'a dit tantôt aussi, tu es arrivé dans un moment assez spécial dans l'histoire de l'humanité. Tu es arrivé en pleine pandémie. C'est devenu quand même un obstacle assez majeur à la mise en place du projet qui, finalement, devait envoyer des gens, des bénévoles, dans des établissements de santé qui, à cause de la pandémie, ont fermé les portes pas mal aux visiteurs. Comment vous vous êtes adapté un peu à ça, justement, là, depuis le début?
Oui, ben ça aussi, c'est une très bonne question. C'est très bon pour poser des questions, Samuel. Merci. En fait, c'est vrai, ça présente tout un défi parce qu'on parle d'envoyer des personnes bénévoles qui sont majoritairement des personnes retraitées, donc d'un certain âge, dans des milieux d'hébergement pour aînés, là où les personnes sont plus vulnérables à la COVID, comme on nous le répète, là, comme on nous l'a répété plusieurs fois au cours des derniers mois. Donc oui, c'est tout un défi parce que nous, notre service s'offre généralement en présentiel, mais là, quand on ne peut plus l'offrir dans sa façon traditionnelle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, rapidement, on a décidé de mettre sur pied une initiative de lecture virtuelle. Donc, depuis le printemps dernier, chaque semaine, on envoie une nouvelle séance de lecture virtuelle à tous les milieux qui souhaitent profiter de notre service. Alors, la lecture virtuelle dure environ 20 à 25 minutes. Encore une fois, ce sont des lectures qui sont variées dans le but de plaire à un maximum de personnes. Puis, on veut répandre la bonne humeur. Donc, on leur présente des histoires loufoques, des récits de vie, des poèmes, des contes et des légendes pour les amener à s'évader. Parce que la lecture, ça a de multiples pouvoirs. Hein. Mais en fait, les seules limites de la lecture, c'est celles qu'on lui impose. Donc, la lecture, ça nous permet de rire, de voyager, de vivre certaines émotions, de découvrir des choses, d'en apprendre. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Puis, on s'est rendu compte que même à distance, on pouvait offrir tout ça aux résidents. Alors, au plus grand bonheur de tous, parce qu'on continue à offrir notre service. Nos bénévoles continuent à être mobilisés dans une certaine mesure. Et puis, on évite ainsi là, de tomber dans l'oubli. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est déployer le service puis qu'un maximum de personnes en profitent. Alors, le virtuel, pour l'instant, c'est une façon de le faire. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est pour faire la lecture comme ça aux aînés, est-ce que ça prend un certain nombre de qualités ou d'aptitudes? Et deuxièmement, est-ce que les séances de lecture permettent aussi un échange avec les personnes qui assistent à cette lecture? Je suppose que oui, là, mais je voulais t'entendre là-dessus. Alors, oui, en fait, les qualités pour être un bon bénévole lecteur ou une bonne bénévole lectrice, c'est d'abord et avant tout d'être passionné de lecture. Donc, d'aimer la lecture et d'aimer lire à d'autres personnes. Bien sûr, il faut aussi faire preuve de beaucoup de flexibilité. Donc, d'avoir une bonne capacité d'adaptation, ça peut aider parce qu'on ne lira pas forcément des textes qu'on a l'habitude de lire. Il faut se montrer à l'écoute puis être capable de sortir de nos zones de confort pour offrir des textes qui sont adaptés non pas à nos intérêts personnels, bien que ça aide. Hein, on est toujours plus... c'est toujours plus facile de lire à voix haute des textes qu'on aime, mais il faut être capable d'offrir autre chose pour plaire aux résidents à qui on fait la lecture. Donc, c'est ce genre de qualité-là qu'il faut avoir, des prémices de base là, pour être un bon bénévole lecteur. Maintenant, en ce qui concerne l'interaction, en temps normal, c'est la pierre angulaire de lire à tout âge. En fait, on mise sur des moments de partage, de réconfort et d'échange avec les personnes. Donc, ce qu'on veut, c'est susciter l'intérêt des personnes, mais aussi le partage d'expériences de vie, du vécu des résidents. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va questionner les personnes, on va leur demander si les lectures leur ont plu, si ça leur fait penser à quelque chose qu'ils ont connu. Mais en temps de pandémie, avec notre offre de lecture virtuelle, on se rend compte que tous les milieux d'hébergement pour aînés ne sont pas outillés de la même façon. Donc, parfois, la connexion à Internet ne permet pas que nos séances soient diffusées en direct. Donc, c'est des séances qui sont enregistrées. Alors, l'échange est plus limité. Par contre, nos bénévoles continuent de s'adresser aux résidents comme s'ils étaient en face d'eux. Alors, ça permet une certaine humanité. Ça nous permet d'espérer les rejoindre un peu plus, de façon un peu plus chaleureuse. Mais tout à fait. Donc, l'interaction fait partie de notre service normalement. Puis, voilà. Avant de conclure notre entrevue, il y a une annonce qui va être faite aujourd'hui, je crois, par rapport au projet qui va un petit peu plus loin que la lecture. On s'en va vers la musique. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Tout à fait. Alors, on a un bénévole qui s'implique depuis plusieurs années avec Lire à tout âge, qui fait partie des Violons du Roi. Donc, c'est un violoncelliste, Raphaël Dubé. Et il m'a appelé dernièrement en me disant, Charles, je pense que ça serait intéressant de marier la lecture à la musique. Moi, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que effectivement,
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment offrir des moments de bonheur aux résidents qui en ont, je pense, grandement besoin ces temps-ci. Alors, on a décidé de collaborer avec les Violons du Roi pour offrir à la fois des séances de lecture virtuelles, mais aussi offrir aux résidents des moments, des extraits de prestations de musique baroque offertes par les Violons du Roi. Donc, chaque semaine, les milieux d'hébergement vont recevoir une nouvelle séance de lecture, mais également une prestation des Violons du Roi. Donc, la collaboration, elle est pour les mois de novembre et de décembre. Mais on espère par la suite, si jamais le confinement persiste et la pandémie, on ne voit pas de lueur de s'en sortir, on espère que cette collaboration va se poursuivre au cours des prochains mois. Mais pour l'instant, on est très content de pouvoir compter sur eux parce que je pense que effectivement, la lecture et la musique, ça se marie très bien. Puis, au plaisir des résidents, finalement. Ça va peut-être évoluer un jour à une culture à tout âge qui regroupe plusieurs éléments culturels. Ce serait pas pire, ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Charles, merci vraiment beaucoup pour ton entrevue, puis aussi pour le travail que tu fais. C'est vraiment du beau travail, puis ça aide concrètement des gens là, sur le terrain, des gens en situation de vulnérabilité. Ça brise l'isolement, puis je pense que ça donne aussi un beau sentiment d'appartenance aux bénévoles qui participent là, au projet. Donc, je te remercie vraiment beaucoup pour ce que tu apportes à la REC. Bien, ça me fait plaisir. Bien, c'est effectivement un projet concret, puis pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées à devenir bénévoles ou à nous prêter main forte, n'hésitez pas à nous écrire. Là. J'imagine que tu pourras présenter le moyen de vous rejoindre. Oui, sur notre site Internet, c'est très facile de nous rejoindre par courriel ou par téléphone. Et puis, ils sont vite référés à toi. Là. Ou même Parfait, sur Facebook. Parfait. Alors, de multiples moyens de nous joindre. Merci beaucoup. Bonne journée, Charles. Merci. Au revoir. Merci. Donc, on fait une courte pause et ensuite, on fait jouer l'entrevue qui a été préenregistrée avec Julien Simard, gérontologue social, pour parler du logement et des aînés. À tantôt. À tantôt. L'heure juste vous est présentée par l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Donc, nous sommes toujours à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Et nous avons avec nous aujourd'hui Julien Simard, qui on peut qualifier de gérontologue social. Julien Simard, bonjour. Bonjour, ça va bien, merci. Ça va bien, Julien? Oui. Toi, juste pour rappeler, tu es à Montréal, hein, c'est ça? Oui, exactement, oui, je suis à Montréal, dans mon salon présentement. C'est bon. Oui, on est de plus en plus dans notre salon ces temps-ci. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder vraiment à l'émission depuis qu'on existe, mais c'est un sujet qui est quand même assez d'actualité, qui perdure depuis longtemps, qui est, je vais dire, la manière de se loger pour les aînés ou les difficultés que les aînés ont de se loger de plus en plus dans le contexte social aujourd'hui. Tu as fait des travaux à ce sujet-là. Peux-tu nous parler davantage de l'origine de ces travaux-là? Oui. Écoutez, mais moi, à l'origine, quand j'ai... en fait, je vais partir du début. Là, quand j'étais à la maîtrise, en fait, je travaillais sur les soins palliatifs, la fin de vie, etc. Ça m'intéresse toujours, j'enseigne toujours là-dessus à l'Université de Montréal. Sauf qu'à un moment donné, j'étais comme, ça fait beaucoup de fin de vie, d'histoire sombre un peu. Donc, je me suis dit, je vais m'intéresser à la participation politique des personnes âgées, un sujet dont on parle peu et de gauche. Moi, je suis évidemment militant depuis que j'ai peut-être 15 ans, mouvement étudiant, etc. Donc, justement, des gens comme vous à la REC ou des gens dans les organisations communautaires. À Montréal, il y en a beaucoup. Donc, je suis parti là-dessus. Je me suis dit, je vais passer par les comités logement parce que ce qui m'intéresse, c'est un peu comment les personnes vieillissantes voient leur place dans la ville. Tu sais, ça, c'était ma question de départ. Puis là, en commençant à travailler sur cette question-là, ben, je me suis rapproché du monde du logement, des questions des dynamiques urbaines, des réalités des locataires. Évidemment, c'est toujours quelque chose que j'avais en tête. Et puis là, je me suis mis à m'intéresser aux problèmes de logement aussi, que les gens vivaient et que les gens me racontaient. Parce qu'évidemment, c'est bien beau raconter ta trajectoire militante. Bon, j'ai été au PQ en 76, etc. Toute la biographie, mais les gens vivaient aussi des situations réelles au quotidien qui les affectaient. Donc, j'ai aussi recueilli tous ces témoignages-là.
C'est à partir de Moi, quand je suis que tu as réalisé qu'il y avait une problématique là, pour les aînés et leur milieu de résidence? Ben, en fait, c'est arrivé à Barcelone. Ça, c'est pour la petite histoire. J'étais parti à Barcelone pour faire un projet. Entre autres, bon, j'écrivais quelques blogs aussi pour la table de concertation des aînés de l'île de Montréal. Et puis, je me suis rendu compte en discutant avec une dame, une tenancière de café dans le Barri Gothique à Barcelone, que vous devez connaître, le Barrio Gótico en espagnol, le Barri Gothique en catalan, qui me disait, moi, je suis né ici, tout disparaît, les commerces changent, tout s'en va vers le tourisme. Et ici, il y a des aînés dans le quartier qui vivent ici depuis leur naissance, là. Et ils n'ont plus accès aux banques, ils n'ont plus accès au commerce de proximité, ils n'ont plus accès à l'alimentation parce que tout devient une espèce de café tapas à 20 € destiné aux touristes. Donc, cette réalité-là m'a frappé, en fait, à cause de cette rencontre impromptue, là, fortuite avec cette dame. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, ben, ça doit exister ailleurs. Effectivement, bon, il y avait déjà pas mal de choses décrites là-dessus quand j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Puis à Montréal, c'est bien sûr une réalité qui prend de plus en plus d'importance. Et dans certains quartiers de Québec aussi, notamment Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste. Fait que là, je me suis dit, ben là, il faut faire quelque chose là-dessus parce qu'on a un réel enjeu, là. On a des politiques municipales, des politiques provinciales qui disent il faut vieillir à la maison le plus longtemps possible. Le vieillissement sur place, c'est important. On nous martèle ça. Sauf que là, sur le terrain, moi, je vois des locataires qui me disent je ne peux pas vivre ici, mon propriétaire m'a fait des menaces, les loyers sont rendus trop chers, j'arrive pas. Bon, surtout les personnes qui ont des faibles revenus, les femmes surtout qui ont travaillé des petits métiers, fait un peu de gardiennage, pas ramasser assez de pas cotiser assez à des régimes de retraite. Donc, tu te ramasses, évidemment, vous le savez, ces réalités-là, là, après 65 ans, bon, tu as un petit revenu. Qui ne sont pas suffisants pour payer les loyers à Montréal. En ce moment, à Montréal, dans les quartiers centraux, là, le 4,5 est rendu à 1450 $ prix médian. Donc, ça vient sur le révéler marché, aussi, en quelque sorte, une forme d'appauvrissement aussi des aînés, des personnes aînées qui oui. ont peu de chances d'améliorer leur sort financier. Il faut toujours le rappeler, hein, ça, peu importe mettons, son régime de retraite ou quoi que ce soit, la capacité d'améliorer son sort au niveau financier pour rattraper, mettons, des hausses de prix à l'épicerie ou des hausses de prix de loyer, ça n'existe pas. Tu es pris avec ce que tu as. Tu es pris avec ce que tu as, c'est pas assez indexé. Puis même si tu es indexé à l'inflation, mettons, OK, mais les prix du marché à Montréal, puis dans les quartiers centraux à Québec, ils augmentent tellement vite, c'est du 30 % par année, c'est impossible à suivre. Donc, moi, j'ai parlé à beaucoup de gens. J'ai passé presque 2 ans sur le terrain. J'ai parlé des intervenants, des avocats, des avocates, mais aussi des locataires âgés, environ une vingtaine en tout. Et puis, c'est souvent des gens qui restaient depuis très longtemps dans leur logement, hein, parce que tu es rendu à 65, 70, même 80. Il y en a qui restaient depuis 25, 30, 40 ans. Donc, le coût du loyer n'avait pas beaucoup augmenté par rapport au prix du marché. Hein, des personnes qui payaient 450 $ pour un bel appartement, bon, assez spacieux, j'en ai vu pas mal. Sauf que là, c'est rendu 3 fois plus cher. Donc, la pression est haute pour les propriétaires, surtout quand ils vont vendre. Bon, c'est le nouveau propriétaire, il va racheter. Évidemment, il ne peut pas, on comprend aussi, il ne peut pas non plus accoter une hypothèque à 1 million de dollars sur un triplex avec des loyers à 300, 400 $. Donc, il y a vraiment une pression spécifique sur les locataires de longue date, puis ça s'adonne à être surtout des personnes vieillissantes. Hein? Parce que là, plus on est jeune, plus on va changer de situation résidentielle. Donc, il y a vraiment donc un effet combiné du marché, de la hausse des prix du marché, avec les revenus stagnants, comme tu disais. L'autre enjeu, ce n'est pas juste les locataires qui sont dans l'eau chaude à Montréal, c'est aussi les petits propriétaires. Là, bon, la maison est peut-être payée, mais les taxes, de la manière qu'ils sont calculées, bon, ils sont un peu à côté sur les prix du marché. Donc, les comptes de taxes finissent par augmenter de manière assez substantielle, réduisant justement le pouvoir d'achat des gens, encore une fois. Puis quand on parle de petits propriétaires, en fait, c'est des propriétaires de maison ou de... Ben, c'est ça, une petite shoebox ou une petite maison unifamiliale à Annecy ou à Québec, ça pourrait être à Charlebourg.
Ce fardeau financier-là s'ajoute peut-être chez certaines personnes aînées à un manque de services, justement, qui leur permet de maintenir la maison. Mais voilà, si tu es obligé d'aller au privé pour aller chercher de l'aide à domicile, si tu es obligé d'aller d'avoir recours à d'autres services pour compenser une perte d'autonomie, etc., et que là, tes taxes augmentent ou que ton loyer augmente, bien là, c'est sûr que, encore une fois, tout le monde est pris à la gorge. Donc, on a un réel problème ici dans l'habitation. Parce que les politiques publiques, c'est comme s'ils étaient toutes pensées pour les personnes propriétaires. À Montréal, il y a beaucoup de locataires aînés là, par rapport aux autres villes du Québec. Là. Puis même, tu sais, je remarquais souvent, tant au niveau municipal que provincial, que quand on parle de politique familiale, c'est ce qui vend beaucoup pour gagner des élections, des politiques familiales. Puis on n'implique pas la personne aînée dans la famille. Les grands-parents ne font pas partie de la famille aux yeux de nos politiciens. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que les personnes aînées fassent les frais de certaines politiques familiales ou soient un peu en marge de certaines politiques familiales sur l'habitation, j'imagine. Oui, exactement, c'est ça. Mais la politique de Valérie Plante à Montréal, c'est un bon exemple de ça. C'est que dès que le projet Montréal a été élu, là, puis là, ça va être les réélections, mais c'était très axé famille, ce qui est pas mauvais non plus, parce que même à Montréal, il y a environ 10 000 familles par année qui quittent parce que c'est trop cher, l'accès à la propriété. Sauf que en choisissant une génération comme ça, où on oublie les autres. Dans les quartiers centraux montréalais, là, dans 2036, à l'horizon 2036, c'est des chiffres qui ont été calculés par la Direction de la santé publique ici. On estime qu'il va y avoir à peine 14 de 65+. Donc, dans tous les quartiers, le plateau Mont-Royal, Villeray, Saint-Henri. Donc, c'est très peu par rapport à la moyenne québécoise qui, elle, va se chiffrer peut-être à 23-24. Donc, on voit vraiment un manque à gagner. Puis, ce départ-là des personnes âgées de 65+, des quartiers vibrants d'une ville, ceux où c'est possible d'aller à pied chercher justement ton épicerie, où c'est possible de faire les petites courses à pied et non pas de dépendre sur la voiture, par exemple, ben, on va assister à une rareté, à une raréfication des personnes âgées dans ces quartiers-là. Donc, puis en plus, justement, il avait été démontré, c'est souvent démontré que les personnes aînées font vivre beaucoup le milieu culturel, le milieu des restaurants. Puis, avec cette espèce d'exode qui est quand même relativement prévisible des personnes aînées vers l'extérieur de l'île de Montréal, par exemple, ou même des centres-villes à Québec, pour aller vers des résidences privées qui souvent se construisent sur la rive nord, la rive sud, pour avoir des services, la sécurité, etc., la paix, là, finalement. Ça peut justement avoir des répercussions assez énormes sur le milieu culturel, puis même des restaurants, des commerces locaux, j'imagine. Ben oui, absolument, parce que l'offre alimentaire est in situ, etc. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas les moyens. Le prix moyen d'une résidence avec service de base dans la région de Montréal, c'est 1 900 $ par mois, je pense. Non? Exactement. Moi, les personnes à qui j'ai parlé qui gagnent 1 400, 1 500 par mois avec leur supplément de revenu garanti ou leur petite cotisation au RRQ, mais à peine, ne peuvent pas se payer ces services-là. Donc, c'est des gens aussi parfois qui sont isolés. Moi, justement, les femmes à qui j'ai parlé, il n'y avait plus vraiment de famille. Donc, il n'y a personne qui peut t'aider pour accoter les coûts. Mais même pour les gens qui peuvent accoter les coûts, finalement, c'est la masse financière qu'on envoie dans le milieu privé, dans le milieu des RPA. On se dit, ben là, si on la collectivisait, en fait, ça nous donnerait des modèles d'habitation peut-être plus coopératifs, pas reliés au profit. Donc, on peut penser au crédit d'impôt pour maintien à domicile, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder ça, là, mais on paye, on subventionne largement les résidences privées par ce crédit d'impôt-là. C'est une réalité. Donc, c'est un immense transfert d'argent qu'on envoie dans le secteur privé qui font des revenus absolument faramineux, dont certains sont cotés en bourse. Je pense à Chartwell. Donc là, on se dit, ben là, peut-être un problème. Là, si on mettait cet argent-là, en fait, dans le développement de logements sociaux communautaires intergénérationnels durables, où les gens, ou des OBNL, où finalement tu paies 25 % de ton revenu, peu importe c'est quoi, à ton loyer. Ça s'appelle le taux d'effort. Hein? Le taux d'effort, c'est la part de son budget qu'on dédie au logement. Ça comprend l'électricité, le chauffage,
l'entretien, le loyer, etc., l'hypothèque, si vous avez une hypothèque. Donc, quand on dépasse 30 je vous invite à faire le calcul, on peut être théoriquement dans l'eau chaude parce qu'on dépense trop pour le loyer. Donc, c'est important de garder des dépenses de logement à 25 ou en bas, donc pour garder un pouvoir d'achat pour le reste, justement, pour sortir de l'isolement. Moi, j'ai parlé à des gens à Montréal, puis ça, c'est un autre problème, le transport, puis le Québec aussi. Quand tu es aussi serré que ça avec ton logement, tes frais de logement, ben, tu n'as même plus l'argent pour te payer le billet d'autobus qui coûte 3,50 pour aller, 3,50 pour revenir. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui militent aussi. Je ne sais pas si la REC est dans cette coalition-là, mais pour la gratuité des transports pour les 65 ans et plus. Donc, logement, transport, c'est la base. Il faut que ça soit abordable. Sinon, c'est même pas possible de profiter de la ville ou de l'endroit où on est. C'est sûr que là, je me concentre sur les villes. Ben, exactement, parce que je voyais beaucoup de personnes aînées de Montréal qui quittaient pour, par exemple, justement, Laval, qui offre le transport en commun gratuit aux personnes aînées, puis qui est un lieu où il y a eu de plus en plus de développement de grosses résidences. Donc, pour eux, c'était vraiment des gros plus. Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on ne ghettoise pas les aînés dans des résidences privées à des centaines de logements? La question se pose. Mais est-ce qu'il y a des solutions à maintenir la personne dans sa communauté, dans les grandes villes, mais aussi au niveau rural? Parce que j'imagine que les défis sont similaires au niveau rural par rapport à l'augmentation des coûts d'hypothèque, par rapport au transport. C'est quoi les perspectives d'avenir? Bien, je pense que ce qu'il faut viser, quand on parle vieillissement sur place, ça, c'est une anecdote intéressante de l'étude que j'ai faite. Finalement, les gens à qui j'ai parlé, là, vivaient dans leur logement des fois depuis 40 ans, mais ils me disaient, en fait, je ne veux pas vraiment vieillir ici parce que je suis au 2e étage, l'appartement est froid, il est mal isolé. Ça ne m'intéresse pas vraiment, je me sens seul. En fait, je voudrais vivre avec des gens. Je voudrais vieillir avec des gens, mais pas dans une résidence. Puis je ne veux surtout pas lancer CHSLD. Donc, bien sûr, on s'entend que c'est pas 3h30 de soins par jour, c'est Oui, autre c'est chose. ça. C'est plus un choix. Les gens, des fois, ils confondent le CHSLD avec une résidence. Donc, là, l'idée, c'est de dire, en fait, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un espace à eux, d'une vie commune. Puis il faut que ça soit abordable, il faut que ça soit aussi au cœur des villages ou des villes. Il faut que, sans retourner dans une espèce de nostalgie, c'est assez intéressant là, le modèle où tu peux te mettre sur ton balcon puis voir les gens passer puis aller faire tes courses à pied. Là, tu sais. Donc, il faut viser une centralisation des commerces, des services, que ce soit services de santé, services sociaux, aide à domicile, services alimentaires. Là, on parlait des résidences. Autour de ces résidences-là, souvent, c'est des déserts alimentaires. Ou finalement, ou sinon, l'autre inverse, c'est qu'il va y avoir, par exemple, un IGA qui va s'installer, mais le IGA va être beaucoup trop cher parce qu'il profite d'un certain monopole. Donc, ça tue les petits commerces locaux, un peu comme on disait. Donc, si on veut une décentralisation un peu, mais une centralisation des personnes vieillissantes dans les cœurs de village puis les cœurs urbains, ben il faut penser à d'autres modèles. Il faut vraiment du logement social. Ça peut être intergénérationnel, ça peut être davantage de coopératives, des logements adaptés, évidemment, mais c'est sûr que dans le marché privé, avec les contraintes du droit de propriété, c'est très dur là, de maintenir des personnes sur place, même avec programme de supplément au loyer ou des choses comme ça. Il y a trop de pression sur le marché privé là, pour sécuriser un maintien à domicile des personnes vieillissantes, surtout à faible revenu. Là. As-tu pu remarquer dans le monde s'il y a des exemples qui sont des exemples de succès, par exemple, de maintien des personnes aînées dans leur communauté? C'est sûr que ça dépend des endroits, mais oui, il y en a de plus en plus, surtout dans les pays scandinaves. Là, c'est sûr qu'eux, ils s'en vont plus vers un modèle de petit développement urbain pour les personnes qui vivent avec des démences, par exemple. Mais encore là, une fois, c'est des programmes de logements sociaux. Ce qui est intéressant avec le modèle scandinave, c'est que c'est intimement lié avec les réformes qu'ils ont fait d'assurance de soins de longue durée. La façon dont ils financent leurs soins de longue durée, c'est justement en fonction des besoins de la personne. Donc, l'argent suit le patient au lieu de financer des établissements, puis l'argent elle est géré au niveau local.
Donc, ce qui fait que des alternatives d'hébergement, comme tu viens de parler, ben, ils se financent finalement par les besoins des personnes et non pas par les besoins des établissements, puis leur déficit, puis une vision hospitalo-centrique. C'est ça. Les petites RPA, tu sais, sans but lucratif, ça pourrait être... Ben, ça s'appellerait peut-être pas RPA, mais des petites OBNL de village, ça en prend. Mais là, il y a le problème de l'île verte, etc., la certification, mais il faut exploiter davantage ce modèle-là. Puis il y a plein de gens au Québec qui le font. Tu sais, je pense à Régent-Ambert qui pousse vers ça pas mal. D'aller vers une approche d'économie sociale, d'économie solidaire, je pense que c'est la seule façon qu'on s'en sorte vraiment. Parce que sinon, ben, le problème est commun. Là, si on regarde les autres villes du monde, le problème est assez courant là, de cette précarité résidentielle-là des personnes âgées dans les cœurs urbains. Là. Surtout, en Europe, c'est surtout à cause du tourisme. La gentrification est très forte, mais la pression touristique est très puissante. Puis, dernier petit point que je voulais aborder avec toi, est-ce que tu penses qu'il y a un enjeu un peu générationnel aussi sur l'aspect dont les personnes aînées décident, mettons, les milieux de vie? Parce qu'on parle souvent, mettons, de la génération silencieuse qui est allée vivre dans les résidences privées pour aînés pour s'acheter la paix. Puis c'est une génération qui n'avait pas l'habitude, par exemple, de manifester du mécontentement sur des mauvais services, d'où le nom un peu génération silencieuse. Et là, on a les boomers qui arrivent, qui vont peut-être refuser un peu ce modèle d'habitation-là pour plusieurs raisons. Qui vont peut-être être plus intéressés. Puis je commence à le voir aussi parmi les membres de la REC. Là. Dans le prochain Quoi de neuf qu'on va avoir, le magazine Quoi de neuf qu'on a, il y a des membres de la REC qui ont décidé de se faire une OBNL, justement. Ils s'organisent entre eux. Est-ce que tu penses que la génération des boomers qui arrivent vont forcer des changements qu'il n'y avait pas eu avant? Ben, je pense qu'il y a certaines personnes qui, oui, vont le faire. T'sais. Surtout les gens, peut-être, qui ont goûté à c'est quoi la vie commune dans les années 60-70, dans les collectifs, justement, qui ont peut-être un passé un peu plus militant ou engagé, ou qui ont vu c'était quoi, finalement, partager. Puis là, finalement, ils souffrent d'isolement, ou ils se disent, bon, moi, je joins l'utile à l'agréable. C'est parce que ce qu'il faut éclater dans notre vision, c'est la famille nucléaire. Le problème, c'est que dans les 40-50 dernières années, ce qui a pris toute la place dans l'organisation du territoire, dans l'organisation résidentielle, c'est la famille nucléaire. La solution, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde de repasser à un intergénérationnel. C'est bien beau l'intergénérationnel dans ta propre famille, mais il faut que tu veuilles, il faut que tu aies l'espace, il faut que ça te tente. Il y a d'autres modèles qui sont des familles choisies, tu sais. Puis ça, c'est très vrai pour les personnes LGBTQ. Mais ça peut être vrai pour plein d'autres. Là, je veux dire, c'est de créer des petites communautés qui vivent ensemble, qui partagent certains frais, etc. Donc oui, je pense qu'il y a déjà une poussée vers ça. Mais là, il faudrait que pour vrai, il faudrait que la poussée soit encore plus puissante. Là. Mais les RPA accaparent une immense partie de ce marché-là, puis offre des services un peu clés en main. Donc, c'est dur d'arriver avec quelque chose d'aussi... Mais plus il va y avoir d'initiatives, plus ça va être possible de les répliquer. T'sais. Exactement. De favoriser l'innovation dans nos réseaux. Ouais. À Mégantic, par exemple, il y a des bonnes innovations qui se sont faites après... La tragédie. Après la tragédie, non, mais c'est ça. Plus il va y avoir d'innovation, plus on va en parler, plus il va se passer des choses intéressantes. Génial. À suivre. On risque de s'en reparler peut-être d'exemples plus concrets si ça te tente de revenir à l'émission. J'aimerais ça d'analyser des modèles, des exemples qu'on a vécu au Québec ou dans le monde. Ben oui, absolument. Je te remercie beaucoup, Julien. Puis je te dis à une prochaine. À une prochaine, puis bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes toujours à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes d'essai. Superbe entrevue. J'ai beaucoup apprécié ma discussion avec Julien Simard. C'est extrêmement intéressant. Vraiment à suivre aussi. Oui. Oui. Alors, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Et on se revoit, bien sûr, dans 2 semaines pour une prochaine heure juste. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio